Une production de La Filière. Studio de podcast. Je pense que j'ai pas eu le choix à un moment donné de faire ça. Tu sais, moi, j'écris tout, c'est un peu obsessif. Là. Tu sais, moi, je dis toujours à mon frère, je sais pas, je devrais dire ça, mais j'ai dit des fois, tu sais, si jamais je meurs, là, pour vrai, rouvre mon Outlook, regarde dans mes tâches, tu vas être capable de driver pour les 3 prochaines années tout ce que je faisais. Je suis hyper organisée, là, tu sais. Quand je rentre, j'ai mes priorités du jour qui apparaissent. J'ai mes peut-être si j'ai le temps. Fait que, puis je travaille beaucoup avec mon adjointe, là, mais moi, tout est classé par catégorie. Fait que quand je rentre le matin, je suis pas en train de me questionner c'est quoi ma priorité. J'ai déjà pensé la semaine d'avant, la veille. Fait que je suis toujours en mode planification. À chaque jour, je fais une demi-heure de planif. Bien, bienvenue tout le monde à ce podcast après-dîner du mois d'avril du CA du CDA. On a eu la chance de recevoir nul autre que mon amie Catherine Morneau pour une délicieuse conférence quand même à ton image, je dirais, énergique, remplie de fou rire aussi, de faits cocasses. Je me présente, Aglaé Côté, membre du CA du CDE, très bien accompagnée d'ailleurs aujourd'hui. D'Alexandre Lévesque-Soucy, aussi membre du conseil d'administration du CDE. Donc, Les filles. pour faire suite à ce dîner, on va jaser un peu faire du pouce sur ce qui a été, discuté, mais aussi aller ailleurs pour explorer d'autres facettes de toi, Catherine, connaître un petit peu plus la femme que tu es, l'entrepreneur avec un grand E. Moi, je connais cette femme-là depuis plusieurs années et c'est un bonheur de découvrir et de redécouvrir cette personne à chaque fois qu'on jase. Donc, voilà où on s'en va aujourd'hui. Donc, pour faire du pouce un petit peu, bon, Catherine, tu es native de Rivière-du-Loup. Oui. Ton parcours scolaire s'est fait ici, à Rivière-du-Loup, pour ensuite partir à Québec. De fil en aiguille, tu as mis les pieds chez Transport Morneau. Oui. Et tu en es maintenant aujourd'hui la coprésidente avec ton frère David. Exactement. Moi, j'aimerais savoir, c'est comment être coprésidente et gérer tout cet aspect-là d'être aussi maman à travers tout ça, là, de conjuguer travail-famille. Oui. C'est une grande question parce que je ne sais pas encore aujourd'hui si j'ai réussi à tout allier ça de la bonne façon. C'est comme une constante vigilance pour moi, peut-être pas quotidienne, mais je dirais presque pratiquement chaque semaine, je prends du recul. Je regarde l'équilibre entre mon rôle de maman, mon rôle d'entrepreneur, mon rôle de conjointe, puis moi, tout court, là, tu sais, dans ce que j'aime faire. Puis j'essaie vraiment d'équilibrer les quatre. Puis c'est vraiment important pour moi parce que dès que j'ai une sphère qui va pas bien, ça peut paraître sur les autres. Tu sais, quand je trouve que je suis pas assez présente à la maison, ben là, je suis au bureau, mais je me dis, ouais, j'aurais dû. Ou quand je sens qu'au bureau, j'aurais besoin de plus de présence puis que je peux pas me le permettre ou quoi que ce soit. Fait que à chaque semaine, je réévalue ça. Puis j'ai la chance d'avoir un conjoint avec qui, tu sais, on partage tout. Puis autant les tâches à la maison, mais aussi les états d'âme, puis l'énergie, quand je suis plus fatiguée, quand je suis plus en forme et tout ça. Fait que souvent, nous autres, notre truc, c'est qu'on se fait vraiment comme un wrap-up chaque semaine. Mon chum, il fait un gros horaire. On a un gros, gros calendrier à la maison que les enfants voient, puis tout est là-dessus. Là. Si tu viens chez nous, tu vas savoir toute ma vie. Avec tout un code couleur, tu sais, pour ceux qui connaissent Yann, très structuré, organisé. Puis, on regarde ça, puis ça nous permet de regarder le temps qu'on passe dans chacune de nos sphères, puis de dire, bon, ben là, j'ai vraiment besoin d'un moment en couple, j'ai vraiment besoin. Puis quand je me sens pas bien, souvent, j'ai quelque chose qui est, comme je dis, dérégulé. Fait que là, je regarde ça. Une chose que je me suis dit quand je suis devenue maman, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais c'était comme super important pour moi que ma job ne devienne pas le centre de notre vie familiale. Comme maman a une grosse job, là, ça veut dire que là, vous suivez. Puis quand maman demande de quoi ou quand maman veut aller à quelque part, c'est comme ça que ça marche. Je voulais vraiment que mon chum puisse aussi vivre une vie à la hauteur de ce qu'il désire. Puis que mes enfants aussi soient considérés dans les choix d'activités familiales, dans les horaires et tout ça. C'est sûr que des fois, c'est les parents, évidemment, qui vont trancher, qui vont faire l'horaire, mais je trouvais ça important qu'ils soient impliqués. Fait que, par rapport à mon rôle de maman,
c'est ça. Je me sens très impliquée dans ma famille, puis très présente dans les activités, que ce soit sportives. Là, je suis bénévole au cheerleading, une fois de temps en temps avec ma fille. Je vais chercher mes enfants, moi, pratiquement tous les soirs quand je suis à Québec, quand je prends un déplacement à l'école, dans leur sport. Puis, je sais pas, c'est super important pour moi. De toute façon, rendu à 5h30 là, ou 5h au bureau, là, je suis plus top. Là, fait que c'est correct Ben que non, je quitte, évidemment, tu sais, évidemment. même si j'aurais plus d'ouvrages, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que pour revenir à ta question, c'est comment? Ben, c'est ça, c'est une discipline. Je pense que c'est ça que le mot que je cherche, là. Moi, je suis très, 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 très disciplinée de mon horaire. Fait que me reposer, c'est aussi dans mon horaire, puis c'est aussi une discipline de me reposer parce que, comme tu as dit tantôt, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai tendance à en prendre beaucoup. Je m'éparpille, puis à un moment donné, ben, je me brûle la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Fait que même mes moments de repos, comme mes retraites annuelles de méditation, où je marche beaucoup en forêt, randonnée, tout ça, je les écris dans mon horaire. Tu sais, c'est comme... Peut-être que ça a l'air d'une vie pas très spontanée, vite de même, là, mais au contraire, le fait que je suis super disciplinée quand j'arrive dans le moment où je décroche, où je suis avec mes enfants, mais j'ai plus cette espèce de questionnement-là dans ma tête, là, de je fais la bonne affaire, je suis à la bonne place. Tu sais, c'est comme C'est déjà planifié, équilibré, ben, là. c'est planifié puis équilibré, puis je ferai pas peut-être ça toute ma vie. Là, je suis dans un moment où, tu sais, je pense qu'on a un peu le même âge. Ben, Aglaé, je le sais. Pour toi, je le sais pas, mais à peu près, j'imagine. Mais c'est fou un peu la fin trentaine, début quarantaine. Tu sais, on est prime dans tout. Tout est à vitesse grand V, là. C'est pas compliqué. Tu sais, Ben, c'est la carrière, c'est le rôle de maman. Des fois, il y en a aussi que leurs parents commencent à nécessiter des soins ou être malades. Fait que c'est ça. Puis en même temps, mais t'es jeune, t'as envie de faire plein d'affaires. On a envie de voyager. Tu sais, comme je parlais du rôle de mon rôle de femme aussi. Moi, j'aime la musique, je lis comme ça se peut pas. J'aime ça, la bibliothèque, j'aime ça aller voir des spectacles, tout ce qui est culturel, les pièces de théâtre. Fait que je vais pas m'empêcher de faire ça. Fait que, mais là, moi, je veux tout faire. Fait que si je veux tout faire, il faut que je sois disciplinée parce que sinon, ça devient un bordel. Puis moi, j'aime pas ça. Tu sais, je suis pas le genre de fille qui paye ses impôts en retard puis qui paye pas ses comptes, là. Tu sais, moi, j'aime ça quand les choses... Peut-être à 20 ans, j'étais moins ça couche, là, mais maintenant, j'ai tellement des fois de pression mentale au bureau, je ne manquerai pas de supplémentaires avec des retards ou tu sais, des affaires de tout croche. Moi, je garde mes choses droites, fait que ça m'évite des problèmes, puis ça me laisse plus de temps. Ça a l'air niaiseux, là, mais je suis bien organisée, fait que ça fait que je suis rarement dans le trouble, dans des affaires parce que, j'arrête, tu sais, j'ai oublié. Le fait d'être structuré t'enlève Ouais. une certaine pression à plusieurs niveaux. Ouais, Ben je c'est comprends. ça. Puis tu sais, je sais pas, j'ai jamais passé de test. Les gens au bureau disent que je suis un peu TDA, mais j'ai jamais osé aller passer un test officiel. Mais j'en ai beaucoup dans ma famille qui sont diagnostiqués. Mais ouais, mais tu sais, je pense que j'ai Probablement pas le que choix de faire ça. Probablement que c'est une qualité d'entrepreneur, ça, être TDAH. Ben effectivement, il y a le livre de Dominique Gagnon justement sur ça. Puis je sais pas si vous l'avez lu, mais Non. ouais, qui est super intéressant. Ben, Dominique a écrit sur le TDAH, sur la douance, mais aussi sur la santé mentale des entrepreneurs. C'est des excellents livres que j'ai tous lus. À prendre en note. Oui, je vous les recommande fortement. Dominique Gagnon, le CEO, président de Connect Ego. Fait que entrepreneur québécois qui écrit des super bons livres, entrepreneurs, et toutes sortes de gens peuvent lire ça aussi, là. Mais je pense que j'ai pas eu le choix à un moment donné de faire ça. Tu sais, moi, j'écris tout, c'est un peu obsessif, là. Tu sais, moi, je dis toujours à mon frère, ou je sais pas, je devrais dire ça, mais j'ai dit des fois, tu sais, si jamais je meurs, là, pour vrai, rouvre mon Outlook, regarde dans mes tâches, tu vas être capable de driver pour les 3 prochaines années tout ce que je faisais. Je suis hyper organisée, là, tu sais. Quand je rentre, j'ai mes priorités du jour qui apparaissent. J'ai mes peut-être si j'ai le temps. Fait que, puis je travaille beaucoup avec mon adjointe, là, mais moi, tout est classé par catégorie. Fait que quand je rentre le matin, je ne suis pas en train de me questionner c'est quoi ma priorité. J'ai déjà pensé la semaine d'avant, la veille. Fait que je suis toujours en mode planification. À chaque jour, je fais une demi-heure de planif, tous les jours. Avant de partir, je fais ma planif du lendemain. Ma planif est faite à chaque vendredi pour la semaine suivante, mais ça arrive que des fois dans la journée, ça change, fait que je révise. Mais c'est ça qui fait que quand j'arrive dans ma journée, là, je la vis pleinement. Je suis pas dans mes courriels en train de screener qu'est-ce que j'ai oublié. Tu sais, j'ai rarement une boîte de courriels pleine, là. Tu sais, c'est comme... Je comprends. Ouais. Je comprends exactement ce que tu vis. Ouais. Est-ce que tu es C'est un aussi toc, ça, je sais pas. structuré? Ah, peut-être. Est-ce que tu es aussi structuré que ça à la maison? Non. Genre, planifier ton repas du Bon, lendemain. ben, je dis non, mais oui. Tu sais, dans le sens que mon chum en fait beaucoup pour la planification familiale. Tu sais, je sais pas, même, je dirais, les vacances, les itinéraires, les affaires de sport des enfants. Parce que, tu sais, avec les courriels d'école, moi, c'est sûr que
je vais être honnête, là, tu sais, j'ai raté des journées hawaïennes à l'école, là, tu sais, que mes enfants arrivaient le soir Ouais. puis disaient Hey, il y avait une journée hawaïenne, il fallait être déguisé. Ah, excusez, tu sais, j'avais pas vu. Fait qu'à un moment donné, mon chum, il a repris le contrôle des courriels d'école parce que je n'ai échappé rien de grave. Ils n'ont jamais manqué un tournoi ou, tu sais, quelque chose d'important, mais des petites affaires, des examens. Tu sais, moi, je suis vraiment dans l'autonomie. Fait que, tu sais, mes enfants, ça fait longtemps que je ne regarde pas leur feuille de route. Tu sais, je les laisse vraiment gérer leurs affaires. Puis au pire, ils vont avoir oublié une petite affaire une fois, une moins bonne note. Mais tu sais, la prochaine fois, ils vont checker plus leur agenda. Ils puis vont avoir appris. ils vont avoir appris. Moi, je suis un petit peu de même. Fait que je suis moins structurée parce que mon chum en fait beaucoup. Mais globalement, je pense qu'on l'est. Mais c'est normal, je suis un peu coordonnée, mal chaussée. Des fois, je vais comme, tu sais, lâcher un petit peu près. Je veux pas que ça soit militaire non plus chez nous. Fait que, par contre, avec le gros calendrier familial, tout est là. Puis c'est mon chum qui le tient à jour. Fait qu'on est quand même. Mais les repas, c'est vraiment quelque chose qui, pour les femmes, souvent, qu'il y a une espèce de charge mentale de qu'est-ce qu'on mange à soir. Là. Ça a Absolument. l'air niaiseux, là, mais des fois, c'est. Puis là, j'ai travaillé beaucoup sur mon alimentation dans les dernières années. Fait que c'est important qu'on s'alimente bien. Fait que souvent, je fais mon épicerie en ligne à l'avance pour choisir les bonnes affaires. Puis ça débarque chez nous tout seul, que personne n'a été obligé de se déplacer. Je fais mes menus le dimanche. Puis après, mon chum drive le reste. Mais j'y fais comme une planif, suggestion. Puis là, c'est lui qui fait les soupers le soir. Fait qu'il s'organise avec ça. Ouais. Fait que la clé du succès, Ouais. structurez-vous. Oui, ben, puis c'est drôle parce que plus jeune, je voyais la structure comme quelque chose de négatif, de contraignant. Tu sais, moi, j'en voulais pas de structure, puis j'étais vraiment bohème, là. Tu sais, Aglaé m'a connue plus jeune, mais j'étais pas la fille, je veux dire, la plus structurée. Je pense que j'avais cette capacité-là, mais j'avais un préjugé, tu sais, de « Hey, moi, je suis vive et laissez vivre ». Mais honnêtement, dans le début vingtaine, tu sais, pour vrai, j'étais tout un petit peu dans le trouble à quelque part, de j'ai oublié, j'ai pas rappelé. Je suis en retard. J'étais toujours en retard. J'allais à quelque part, c'est sûr, j'étais en retard. Personne ne m'attendait à l'heure. Puis, c'était comme ça. On dirait que c'était mon lifestyle un peu de. Puis, à un moment donné, j'ai fait, hey, je perds du temps, je suis pas efficace, je me mets dans le trouble. Pourquoi je fais ça? Puis, à un moment donné, j'ai lu La liberté, c'est la discipline, ou la discipline, c'est la liberté. Puis là, ça a comme fait. Ta-da-da-da. Tu sais, j'étais comme, hey, dans le fond, là, c'est. Tout ce que ma mère, tu sais, ma mère, c'est une femme excessivement disciplinée. Tout ce qu'elle me montre depuis que je suis petite, là c'est le temps de l'appliquer. C'est pas fou. C'est pas fou. Oui. Puis finalement, je me suis mis à. Il faut juste que je fasse attention, parce que j'ai un petit côté excessif. Fait qu'il faut pas que ça tombe non plus Dans dans l'excès. l'over-contrôle de tout, là, tu sais. Mais c'est ça. Je me sens moins anxieuse, plus calme. Et c'est sûr que je trouve que je profite plus de la vie aussi, là, parce que justement, tu sais, aujourd'hui, je m'en venais ici, j'ai rien d'autre dans la tête, là. Mhm. J'ai pas. J'ai-tu des retours d'appel? Faut-tu que je sais pas, j'ai-tu un rapport à faire pour demain? Je sais qu'aujourd'hui, je suis pleinement ici. Puis il n'y avait rien d'autre de prévu, par exemple. Tu sais, fait que. Fait que tu te sens pleinement en contrôle Oui, aussi dans un présente sens aussi. dans toutes les. Oui. Parce que quand tu es en charge mentale, tu n'es pas présent avec tes gens. Tu es juste comme présent physiquement. Ben oui, tu sais, mais moi, je ressens vraiment un besoin d'être présent. Tu sais, quand je rencontre quelqu'un, là, je réponds pas à mon cell en même temps, puis je fais pas des textos. Tu sais, je suis moins bonne en ligne. En ligne, là, tu sais, c'est plus dur là, de ne pas faire d'autres choses, pour être honnête. C'est pour ça que j'essaie de faire le plus de rencontres en personne, parce que là, tu sais, c'est ça. Je sais pas, c'est pas pour vous autres, là, mais en ligne, il y a toujours trop de distractions possibles. Là, tu sais, je peux ouvrir, mais. Puis là, c'est- tu as des messages qui apparaissent. Puis là, les gens, ils te voient le coin de l'œil faire Ah oui. ça. Ouais, je Ben, comprends. Le truc, tu sais, j'essaie de tout fermer parce que je trouve que c'est en ligne que j'offre une moins bonne présence. Mhm. Puis il y a des moments où c'est vraiment important que je sois 100% présente, mais je suis pas une tripeuse d'écran. Je suis pas, tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est un défi tout le temps, même si ça fait 20 ans qu'on travaille. C'est un défi pour moi d'apprécier les choses en ligne, les rencontres en ligne. Puis c'est davantage ça, en plus, là, depuis la pandémie. Tu sais, je veux dire, on Vraiment. est encore plus devant un écran. Ouais. On a appris à sauver du temps devant l'écran, à Ouais. pas nécessairement se déplacer en personne. Fait que j'avoue que c'est un défi supplémentaire. Ben, nous, on se dit, notre équipe de direction est répartie entre Rivière-du-Loup, Québec, Montréal, Toronto. Fait que c'est sûr que ça nous amène à faire beaucoup d'écrans. Puis tous nos autres terminaux qui sont aussi en région, mes directeurs terminales. Fait que ça fait c'est super les technologies pour ça. On peut se parler, mais moi, toutes les discussions de sens ou un peu en profondeur, je me déplace. C'est pour ça que je fais beaucoup de routes, Mhm. parce que je pourrais tout faire en ligne dans mon sol, là, tu sais, théoriquement. Là. Mais le contact n'est pas le même. Bien, exact. Et quand mettons, j'engage quelqu'un de nouveau, je veux bâtir une relation. Mhm. Tu sais, moi, je dis toujours, le transactionnel en ligne, c'est merveilleux. J'ai de quoi moi, quand je parle transactionnel, là, c'est comme, faut se parler,
Tu sais, tac, 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 on planifie quelque chose ensemble, on a des informations à se transmettre. Génial, en ligne. Mais bâtir une relation, donner une rétroaction à quelqu'un, qu'elle soit positive ou négative, en ligne, là, tu sais, t'as pas le senti. Moi, je suis une fille de feeling aussi, beaucoup d'intuition. Fait que moi, en ligne, je perds la moitié de mes sens. Puis là, je suis comme, hey, t'es-tu déçue? T'es-tu content? Fait que là, je pose des questions. Comment tu reçois ça? Mais tu sais, ça fait Moins personnalisé, c'est moins toi. naturel, là. Ben, moins c'est toi vraiment aussi. moins moi aussi. Puis moi, souvent, ma compréhension des autres, elle se fait, oui, par les mots, mais beaucoup par l'énergie. Fait que je suis comme coupée de ça. Mais je pense que c'est très typique des femmes entrepreneurs. On se fie beaucoup à notre instinct, à Ouais. notre intuition, nos sens. Puis Ouais. en ligne, je trouve que ça coupe beaucoup ça. Fait que je comprends. Effectivement. Oui, oui. Ça m'amène à ma prochaine question. Je Vas-y. m'excuse. Je Ben voulais pas non, te couper. vas-y. Je la conserve précieusement. Parfait, parfait. Donc, je me demandais, tu sais, au moment où tu as commencé dans l'entreprise, Ouais. il y a quelques années, là, le transport, c'était plus un milieu masculin que Ouais. féminin. Est-ce que ça a été difficile de faire ta place ou de simplement d'œuvrer dans ce milieu-là qui était un peu plus masculin? Je dirais pas que ça a été difficile. Oui, il y a eu des petits moments où, tu sais, chez Morneau, on avait déjà ma tante Micheline, justement, qui était là depuis longtemps, qui faisait partie de l'équipe de direction. À ce moment-là, elle était la seule femme, par contre, dans l'équipe de direction. Là, maintenant, on est 50-50. Tu sais, ça s'est fait naturellement. Là, j'avais pas nécessairement l'objectif du 50-50, mais ça équilibre vraiment bien, puis on est super content de ça. Mais fait que moi, j'avais ma tante Micheline. Il y avait d'autres femmes dans l'entreprise, évidemment. Puis, j'étais entourée de gars aussi dans ma vie, de petites filles, tu sais, mes amis. Il y avait plus de gars dans la classe que de filles. On était, tu sais, mes cousins, j'avais une cousine, Sab, tu sais, de mon âge plus, là, dans le sens, là. Puis, il y avait beaucoup de gars. Fait qu'on dirait que moi, j'étais habituée à un peu être Un monde de gars. dans un monde de gars. Fait arrivé au bureau, je peux pas dire que ça a été un clash, là. Tu sais, j'étais pas habituée d'être beaucoup avec, entourée de filles. Fait que je m'ai pas trop posé la question. Tu sais, tantôt, justement, dans le midi, je disais que j'avais un petit côté naïf. Moi, j'avançais, puis tant que personne me disait que je pouvais pas avancer, tu sais, je m'en faisais pas trop. C'est arrivé des moments où, puis je trouve ça juste anecdotique puis drôle, là, mais tu sais, j'accompagnais mon frère dans des congrès, puis là, les gens disaient « Ah, c'est ton adjointe? » Ou, tu sais, des commentaires de même, là. Tu sais, on dirait qu'ils pouvaient pas concevoir Il te que... catégorisait. Oui, là, automatiquement. j'étais soit au RH ou soit j'étais l'adjointe, puis on riait de ça un peu, mais c'est arrivé, tu sais, c'est anecdotique. C'est arrivé quelquefois, puis là, bon, des fois, on jouait le jeu, mais tu sais, on dirait que quand je disais que, mettons, j'ai été la première vice-présidente opération, j'étais dans les opérations, c'était comme « Ah ouais, tu sais, t'es dans les opérations. » Fait que j'avoue que ça, des fois, je le sentais que les gens étaient surpris, mais pas négatifs. Puis je me souviens pas d'avoir senti que quelqu'un m'accordait moins de crédibilité. La seule chose, c'est mon frère qui me dit, l'autre fois, il dit « Toi, il a fallu que tu bûches plus fort pour que les gens te reconnaissent comme une relève officielle. » Il dit « Moi, je suis rentrée à 14 ans, tu sais, j'étais déjà le prochain président. » Tu sais, c'est comme si les gens, c'était la relève d'André, c'est un gars. Il dit ça, là, il dit « Toi, t'es rentrée, là, puis c'était comme... » Les gens n'auraient pas dit ça, là. « Ah, Catherine, un jour, elle va prendre la présidence. » En tout cas, on se disait ça, moi puis lui, puis je pense que c'est vrai. Fait que, tu sais, je racontais tantôt que j'acceptais tous les dossiers, je faisais tout, j'étais très volontaire, mais je pense que ça, c'est parce que je voulais bâtir Faire ta place. je pense que j'ai inconsciemment, là, à ta question, là, senti qu'il fallait que je fasse ça pour être reconnue. Ouais. Parce que clairement, tu es pionnière, tu sais, à l'heure actuelle, peut-être moins, mais tu sais, Ouais. dans ces moments-là où tu es rentrée chez Ouais. Morneau puis que tu as fait ta place, tu étais clairement une pionnière féminine dans le domaine du transport. Là. Oui, il n'y en avait pas une tonne. Tu sais, maintenant, il y a quand même tu sais, il y a quelques compagnies qui sont dirigées par des femmes dans le transport de plus en plus. J'en côtoie à l'Association du camionnage. Puis, tu sais, dans toutes sortes de domaines, je vois manufacturier, tu sais, je vois des fois dans des salons, des trucs. Les femmes sont partout maintenant, puis je pense que ça va être encore le cas dans les prochaines années, davantage. Puis dans le transport, on a intégré beaucoup de femmes dans les rôles aussi de direction de terminal. Tu sais, c'était pas commun de rentrer dans un dispatch qui avait des femmes. Typiquement, moi, quand je suis rentrée, c'était vraiment RH, administration, comptabilité, tout ça. Service à la clientèle, puis entrée de données. Là, ça, il y avait beaucoup de femmes. Évidemment. Les autres départements, même, je dirais, les ventes, les directions de terminal, les opérations, très, très, très peu de femmes. Mais depuis ce temps-là, écoute, on a des directrices de terminal très, très, très bonnes qui font leur place. Des chauffeurs aussi, probablement. Oui, des chauffeurs, on avait un objectif avec Camoroute, là, qui est notre comité sectoriel.
d'aller jusqu'à 10 Tu sais, on voulait se rendre là. Mhm. Fait qu'on a eu des initiatives, on a eu notre camion, 2 camions roses. En tout cas, on a avancé avec ça. Aussi, c'était symbolique, mais quand même, ça a été un statement de notre part. Un gros camion rose qui se promène à Québec, Morneau. Il y en a eu un petit bout, il était à Saint-Arsène, je pense. Puis, on a eu des équipements, tu sais, des fois plus adaptés, des transpalettes un petit peu moins pesants, par exemple, pour que les filles puissent le manipuler. Il y en a qui sont la même force que tout le monde, mais ça arrive des fois qu'on veut adapter pour qu'il y ait plus de femmes possibles qui puissent le faire. Mais je vais être honnête, au niveau des chauffeurs, je pense qu'on est à 6 on fait beaucoup de manutention manuelle. Fait que il y a des femmes dans l'industrie, mais qui se dirigent peut-être vers d'autres types de formes de transport. Fait qu'on est pas mal à 6-7 là, depuis les dernières années. Mais évidemment, ils sont C'est toutes les correct bienvenus. aussi. Ben, c'est aussi peut-être l'intérêt. Tu sais, je ne sais pas Oui. comment l'expliquer, mais nous, on est super ouverts. On fait des cohortes d'étudiants chez nous avec le CFTC. Puis souvent, on a la moitié que c'est des filles. OK. Oui, vraiment souvent. Des fois, ils quittent, vont travailler dans d'autres types de transports parce que nous, on fait beaucoup par le LTL, notre type de transport, beaucoup de manutention manuelle. Mhm. Tu sais, tu peux faire 10-12 livraisons dans ta journée. Après ça, aller ramasser des palettes dans plusieurs endroits. Fait que c'est sûr que c'est très physique. Voilà. Fait que je pense qu'en résumé, que ça n'a pas été un frein. Il y a certainement eu des petits moments où j'ai senti qu'il fallait que j'en fasse un peu plus. Oui. Mais certainement pas de mon père puis de l'équipe de direction ou quoi que ce soit. Plus de toi-même, finalement. Je pense que oui. Puis ça m'est arrivé d'avoir certains commentaires, mais c'était pas parce que j'étais une fille. C'était plus en fonction de mes intérêts. Moi, j'étais une fille dans la vie personnelle. Je suis très dans les arts et tout ça. Fait que comme je n'étais pas bonne en mécanique, puis que je n'étais pas une fille de troc, là, tu sais, mettons, moi, j'adore la logistique, le transport, mais je suis vraiment pas bonne dans la mécanique, là. Tu sais, j'ai coulé mon cours mécanique automobile au cégep. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris ça, d'ailleurs. Je voulais me prouver quelque chose, mais je l'ai coulé, tu sais. C'est vraiment dur pour moi. Tout ce qui est ingénierie, même les bâtiments, c'est comme mon cerveau, il veut pas, là. Tu sais, j'essaye, puis je m'intéresse, mais je retiens rien. Mhm. Tu sais, fait que il y a quelqu'un qui m'avait dit, ben parce que tu n'as pas ça, tu ne pourras pas diriger une compagnie de transport. Puis, je me souviens que ça avait comme rentré d'une oreille, un peu sorti de l'autre, dans le sens que je me suis dit, Je me ferais bien accompagner Hey! par quelqu'un qui saura me moi, je suis compléter. entourée de Ouais. gars et de femmes qui tripent ses trucks puis sa mécanique. Je pense ici, tu sais, à Rivière-du-Loup, il y a plein de monde qui connaissent mon Pascal l'Italien, tu sais, de notre équipe du centre d'entretien. C'est des tripeux. On a un Team 42 maintenant. Là. On fait des compétitions de camions. Ah oui? Ouais. OK. On a appelé ça la Team 42 parce qu'on est né en 42. On fait un concours. Les gens peuvent aller passer une fin de semaine. Des collaborateurs de chez nous qui gagnent vont passer une fin de semaine avec la Team 42 dans les courses. Fait qu'on a on est tous équipés, là, nos gilets de la Team 42, puis on fait 4-5 compétitions dans l'été. OK. Fait que, tu sais, du monde qui tripe ces trucks, là, il y en a plein, puis moi, je leur donne, tu sais, la liberté ou la responsabilité aussi de faire les choix d'équipement. Puis c'est arrivé dans ma job que j'ai dû faire des achats d'équipement. Puis ce que je faisais, là, je me souviens, on avait fait un formulaire, j'avais fait essayer des camions aux chauffeurs, puis il fallait qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils avaient aimé, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas aimé. Puis avec les gens de l'équipe d'entretien, mais j'avais lu ça, puis j'avais fait comme, hey, les chauffeurs Les semblent. mieux placés. Ben oui, C'est eux exact. les pros de ça. C'est eux dans le qui chauffent des fond, trucks à là. longueur de Ben oui. journée, c'est pas moi, tu Puis sais. de toute façon, être entrepreneur, c'est s'entourer des meilleurs. Il ne faut pas nécessairement être le meilleur dans tout. Exact. Absolument d'accord avec toi. C'est drôle, ça m'amène à poser la question. Ouais. Tu en as parlé un petit peu au dîner, puis là, tu en parles encore. La structure organisationnelle est de plus en plus aplanie. Oui. Vous êtes très inclusif de Oui. vos, je vais les appeler les professionnels, des gens qui vous entourent, qui ont des forces différentes des vôtres. Qu'est-ce que ça a changé chez Morneau, cette nouvelle structure qui est différente d'une structure des années peut-être 80-90 Ouais. régulière de l'organigramme, tu as le boss en haut, après ça, tu as Les VP, vraiment la les pyramide, de passer à la pyramide à vraiment la ligne horizontale. Ouais. Ça a changé quoi chez Morneau? Bien, à la base, là, on n'était pas super bon dans la structure hiérarchique, dans le sens qu'on bypassait tout le temps. Tu sais, c'était comme pas notre ADN de demander des autorisations à un puis l'autre, mais il y avait quand même des gens qui, tu sais, pour être honnête, qui détenaient plus de pouvoir que d'autres, évidemment. Fait que tantôt, je parlais de structure informelle. Fait qu'on était vraiment dans ce qu'on appelle la structure informelle, avec une clair puis hiérarchie sur papier, tu sais. OK. Mais la hiérarchie sur papier, pour vrai, là, n'était pas super bien suivie. Là, tu sais, moi, on appelait ça bypasser, là, mais tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment mon père, en 2014 à peu près, il a lu le livre Reinventing Organization.
il est allé, moi, je venais juste d'accoucher de mon fils, puis il arrivait du groupement des chefs, puis il dit, Kat, il dit, je pense que je comprends ce quoi qui marche pas chez nous. Je pense qu'il faut, tu sais, je pense que nous autres, là, on a une culture pour aller dans quelque chose de plus aplani. Puis il me fait lire ça. Moi, je capotais, là. J'allaitais mon fils, puis je lisais ça. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours à lire, à l'été. Tu sais, c'était comme révélation. Puis après ça, on a commencé ensemble à travailler sur notre structure. Puis mon père, il m'a laissé vraiment beaucoup de liberté là-dedans. Il était super ouvert. Tu sais, ça prend le président qui dit go, là. C'est sûr que si mon père n'avait pas voulu ça, j'aurais pas pu faire ça. Mais mon père, c'était son souhait. Mais je dirais que dans le concret, comment on le fait, c'est peut-être davantage moi et l'équipe qui s'est impliquée. Puis mon père, lui, et oui, il suggérait des choses, puis il a avancé. Mais fait que qu'est-ce que ça a changé aussi, c'est que moi, je dis toujours, tu sais, on est rendu 1500 chez Morneau. On est 1500 personnes avec différents talents, différentes intelligences. Fait que pourquoi on travaillerait à 12 à prendre des décisions? Tu sais, quand on regarde ça, mettons que l'équipe de direction, on est 12, on se passe de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. C'est sûr qu'à 1500, à un moment donné, ça prend du monde qui prend des décisions. Si on attendrait que tout le monde soit d'accord, on ferait, tu sais, vous êtes d'accord, on ferait jamais rien. Mais ça a fait qu'on a fait beaucoup plus de comités consultatifs. Tu sais, on en faisait déjà, on était comme ça, mais on a réussi à aller chercher l'input. On vient de faire un forum ici à l'Hôtel Lévesque, 250 personnes du groupe qui sont venues réfléchir à l'avenir avec l'intelligence artificielle dans le transport, aux cultures organisationnelles. On a parlé de rétroaction, on a parlé de comment faire une bonne délégation dans nos équipes. Tu sais, on vient réfléchir avec eux sur Morneau de demain. Tu sais. Fait qu'on notre but, c'est d'aller chercher les 1500 pour qu'ils contribuent à Morneau. Il y a trop de monde démobilisé dans les organisations. Ben, est-ce que fou, là. vous, je pose la question, mais clairement, la réponse, elle est oui. Vous devez voir des résultats sur votre taux de rétention, sur, taux d'engagement. Le taux d'engagement aussi. Ben oui, c'est ça, Ouais. sur juste le feeling que ces employés ont d'être écoutés et entendus. Ça change tout. Des fois, ça vaut plus qu'un salaire faramineux. Ou j'imagine que vous voyez les impacts. Bien, ce que tu décris, nous, on appelle ça l'engagement de cœur. Mm-hmm. Tu sais, fait que l'engagement de tête est important aussi. Là. Tu veux avoir un salaire qui correspond à ta prestation, à ton expertise et tout ça, à ta contribution. Puis l'engagement de cœur, c'est vraiment le désir de contribuer à la mission de Morneau, d'aller servir des clients. Tu sais, puis nous autres, on dit souvent de contribuer à la prospérité de la société en transportant l'économie, parce que c'est ça qu'on fait essentiellement, transporter l'économie des entreprises, de la société. Fait que c'est ça. Est-ce que nos 1500 sont engagés à 100 % Je ne saurais pas le dire. Je le souhaite vraiment, mais moi, mon objectif, on le mesure aux 2 ans aussi, notre engagement. Puis la dernière fois qu'on l'a mesuré, on le refait à l'automne prochain. On a eu des super de bons résultats. C'est sûr. Puis on a été aussi à l'écoute de où est-ce que dans l'engagement de tête, il y avait des problématiques, parce que c'est important aussi. Les gens, ils veulent aussi qu'on soit dans l'excellence, qu'on travaille bien, qu'il y ait les bons outils de travail. Puis ça, c'est tout important. Fait que oui, on l'a constaté. Puis moi, les gens me disaient, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça quelque part, mais ils disent en haut de 150 employés, là, ton entreprise, elle ne peut plus être efficace. Puis là, tu ne peux plus avoir de l'engagement de cœur. Le monde, là, c'est rendu trop gros, c'est impersonnel. Là, moi, j'étais là, je suis rentrée dans l'entreprise, je pense qu'on était 300. Fait que c'est comme, on est foutu déjà. C'est comme... Fait que là, on est rendu 1500. Moi, j'ai pour mon dire, là-dessus, on essaie d'innover, mais on sort des sentiers battus, mais on se dit, à 1500, on est capable encore d'avoir du plaisir, de la rigueur, que les gens se sentent bien. Ben, c'est aussi d'avoir des gens autour de vous qui partagent ces valeurs-là. C'est la base de tout. Là, si tu veux, après ça, que ça découle chez tous les employés, chez les 1500, il faut juste que ces gens véhiculent exactement le même message. Puis, ces valeurs-là à cœur, c'est la clé aussi du succès. Bien, tu as raison, parce que pas parce que moi et David, on dit voici notre culture, voici ce qu'on veut faire vivre, que demain matin, tout se file. Fait que oui, puis ça m'amène à penser à ce que tu dis quand on engage des gens chez nous. C'est quoi le fit culturel? C'est tellement, tellement, tellement important. Là. Si tu veux que ta culture soit forte. Moi, je dis toujours, la culture, c'est les petites actions quotidiennes que les gens perçoivent. C'est pas ce qui est écrit dans mon guide ou sur mes murs. Là. Ça, c'est bon que ce soit sur les murs, c'est un bon rappel. Mais moi, les chauffeurs, ils rentrent dans la journée. Là. Si je leur dis que ma valeur principale, c'est le respect, mais quand ils rentrent le matin, je sais pas, moi, ils se font crier après par quelqu'un, ça n'arrive pas. Mais je veux dire, mettons que ça arriverait, c'est pas ce qui est marqué sur le mur qui va retenir. Ben, c'est ça. Fait on dit toujours, mais c'est la somme de toutes les petites actions. Fait que nos directeurs terminales, qu'on appelle maintenant nos pilotes de cercle,
parce qu'on a tout refait notre structure en cercle là, dans un logiciel qui s'appelle Hola Spirit, qui permet de gérer par rôle au lieu de par titre, qui est beaucoup plus flexible parce que tu peux cumuler plusieurs rôles versus un titre, tu as un poste, c'est ça ta description, tandis que par rôle, ben, tu peux aller avoir de la flexibilité. Fait que tu peux avoir un rôle principal puis 3-4 rôles connexes dans d'autres cercles. Fait que ça nous laisse cette flexibilité-là. Fait que nos pilotes de cercle, c'est nos ambassadeurs culturels, là. C'est eux au quotidien que les gens regardent. Moi, je leur dis, c'est votre mini-business, là. Ton terminal, c'est comme ta petite business à toi, là. Puis tu fais la différence aussi, ça. Ben, Le tellement! sentiment d'appartenance prend tout son sens aussi, là, dans ce temps-là. Ben oui, puis tellement là, que des fois, je suis dans des meetings, j'écoute les gens parler, puis je suis comme, on pourrait mettre son nom, lui, ça remorque. Tu sais, tellement, il parle au jeu, ou elle parle au jeu, puis il y a Avec le tellement cœur. d'engagement que je viens émue. Je sors du meeting des opérations à Québec, où est-ce qu'on avait tous nos directeurs de tous les terminaux, partout en Ontario, au Labrador, puis au Québec. J'écoutais des gens, là, j'étais dans le fond de la salle, puis à un moment donné, là, je vous jure, les armes aux yeux, tu sais, de voir les projets qui se font, là, tu sais, puis c'est comme, c'est ultra aligné avec notre vision, mais on s'est zéro impliqué, là, tu sais, c'est vraiment, oui, il y a un plan, nous autres, on donne des grands alignements avec notre équipe de direction, mais de voir l'engagement, puis les idées, là, puis comment ça le tient à cœur de bien servir les clients, puis nos clients ont besoin de ça, il faut faire ça, puis tout. Moi, je suis comme, c'est ça, pour moi, une organisation performante. C'est bien plus que des systèmes, puis de l'intelligence artificielle. Puis c'est sûr que l'innovation, c'est important, là, je ne dis pas que c'est pas important, mais moi, ça, c'est le cœur de Morneau, là. Quand je vois du monde se lever debout, aller en avant, il y a 40 opérateurs dans la salle, là, puis là, ils partagent leurs idées, là, je viens avec des frissons. C'est Ben, comme... c'est ça que j'allais dire. Je t'écoute parler depuis tantôt. Moi, j'ai des frissons. Absolument, absolument. Non, non, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, c'est beau de voir que, tu sais, de plus en plus, c'est comme ça aussi la ligne de pensée dans les entreprises. C'est le fun. Vraiment. Puis, je pense que c'est ce que les gens recherchent aussi d'une entreprise maintenant, tu sais. Ouais. Ça vaut pour beaucoup, je pense, dans la recherche d'emploi ou tu sais, dans ta Ouais. rétention de personnel aussi. C'est vraiment un gros, gros, gros morceau maintenant. Absolument. Absolument. Puis, l'autre affaire, l'envers, tu vas dire pas l'envers du décor, mais ce qui vient avec, c'est l'imputabilité. Tu sais, puis ça, c'est un défi dans les organisations. De rendre les gens imputables parce qu'on peut donner de la liberté, des responsabilités et le pouvoir de le faire. C'est sûr que si tu donnes des objectifs à quelqu'un et il n'y a aucun pouvoir, ben, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il le fasse avec engagement. Mais ça vient les aussi résultats avec les résultats escomptés soient non bons. plus. Exact. Mais il y a aussi le fait qu'on donne plus d'imputabilité. Je pense que mon frère et moi, on est peut-être un peu plus exigeants des fois dans les livrables parce que dans la façon qu'on travaille, on donne beaucoup du pouvoir décisionnel, mais il faut que les choses se passent aussi. Puis, je trouve ça important de le mentionner parce que des fois, j'entends dire parce que nous, on a appelé ça l'entreprise responsabilisante parce qu'à la base, c'est ce qu'on veut développer, la responsabilisation. Il y en a qui appellent ça des fois l'entreprise libérée, ce qui est plus aplani, puis tout ça. Puis l'entreprise libérée, là, c'est comme tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut. Puis je suis comme, hey, tellement pas, là. Non, non, les gens sont très imputables parce qu'ils ont plus de pouvoir, mais ils ont aussi les responsabilités qui viennent avec. Fait que moi, là, je vous le dis tantôt, quand je vous ai dit que mon père, le plus beau cadeau qu'il m'a fait, là, c'est de me faire confiance en me mettant pratiquement pas de balise autour, mais de dire, il faut quand même que tu livres, là. Tu sais, c'était comme... Oui. Mais Arrange-toi pour que ça marche. arrange-toi pour que ça marche. Tu as ma pleine confiance, mais c'est ça. Mais c'était beau. Puis quand j'avais besoin, si j'avais besoin, il allait m'aider, là. Mais je veux dire, moi, j'essaie de redonner ça avec vigilance, là, dans le sens que faut que la personne elle ait quand même le bagage pour le faire, mais de remettre, tu sais, cette imputabilité-là aussi, puis de dire, hey, tu sais, je te donne la responsabilité, mais moi, je dis toujours, tu es imputable, pas juste des résultats. Tu es imputable de l'ensemble du projet, puis si ça va pas bien, lève le flag. C'est pas qu'il faut que tout soit parfait puis tu atteignes tous tes objectifs à minute près. C'est que tu es imputable de comment ça va. Fait que quand ça va pas bien, là, moi, je m'attends à ce que tu le dises puis que tu en parles pour qu'on puisse... C'est de ta responsabilité. Si tu as un bâton dans ta roue, Exact. moi, je suis là pour t'aider. Tu as un caillou Mais sur c'est à ton toi de me chemin. le dire. J'ai pas Oui, besoin. Faut pas que j'aille exact. voir par-dessus ton épaule que tu as un bâton puis je te dise, hey, tu as peut-être besoin d'aide. Fait que c'est aussi ça, l'imputabilité, c'est d'être responsable de quelque chose, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Très beau, très beau. Et moi, j'ai le goût qu'on parle vert un peu avec l'environnement, vos camions. Vous avez fait l'intégration de, je ne sais pas, est-ce que c'est une flotte ou un nombre de camions X électriques? Parlons-en dans cette ère environnementale qui est hyper axée sur tous les efforts, tout ce virage vert-là, en fait. Là. Puis, à la limite, je pense que toutes les entreprises là, ont cette responsabilité-là. On parle beaucoup, tu sais, de
justement de l'industrie du transport présentement, mais je pense que partout, on a du travail à faire. Ben, dans notre cas, oui, effectivement, on a toujours fait des efforts. On a été, aussitôt que les jeux aérodynamiques ont sorti, on a embarqué là-dedans. On a toujours une considération pour ce qu'on peut faire de mieux. Puis c'est sûr qu'au travers du temps aussi, les moteurs se sont vraiment améliorés. Là. Le gros de la réduction des émissions, on n'en parle peu là, parce que ça ne flash pas. Là. Mais c'est vraiment les nouvelles normes qui ont sorti au niveau des moteurs qui fait qu'on pollue vraiment moins sans avoir nécessairement d'autres efforts à faire. Là. Je ne dis pas qu'il faut juste faire ça, mais je veux juste le souligner parce que des fois, c'est pas ce qui est le plus sexy à parler, mais ça reste quand même qu'à la base, les moteurs sont beaucoup plus performants. On a été vers l'électrification, effectivement. On a un camion qui roule à Québec. On a aussi un camion de cours qu'on appelle un shunter, là, qui est à Québec aussi. Puis là, on est en attente d'un petit camion de livraison. C'est un petit peu plus gros. Là. Dans notre teint, on a de la classe 8 comme camion. C'est pas encore devenu comme fluide, là. Tu sais, dans le sens que les camions coûtent encore 3 fois le prix. Et là, on vient de perdre la subvention provinciale. Oui, puis la performance de ces camions-là. Bien, la performance est excellente en tant que telle. Je vais dire, mettons, le côté mécanique de la chose, là, c'est vraiment des camions qui sont très performants. Comme, on va dire, un auto électrique, c'est super performant. C'est l'autonomie, évidemment, et le poids qu'on peut se permettre aussi, qui est un peu plus décevant. Fait on fait beaucoup pour faire du travail de ville, ça va super bien, mais pour faire du travail de longue distance, là, c'est sûr que ça, c'est pas efficace. Là. Fait que nous, on l'utilise vraiment pour la ville. Puis pourquoi on n'en a pas plus? Honnêtement, c'est le coût n'est pas accessible en ce moment. C'est vraiment 3 fois le prix d'un camion diesel. Alors, financièrement, ça ne fait pas de sens. Et on a perdu nos subventions aussi. Je sais que, je ne suis pas une fan de subventions, honnêtement. Là, on a bâti l'entreprise vraiment pas à coup de subventions, mais des fois, c'est sûr que quand tu as une grosse transition sociétale à faire, ben ça aide un peu. Et présentement, je vous dirais que les achats de camions électriques sont complètement à plat. À cause de ça aussi, il n'y a plus d'incitatifs financiers. Puis, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas les reins assez solides financièrement pour s'autofinancer un achat de camion électrique, là, classe 8. Là, on ne sera pas capable d'avoir un retour sur investissement qui fait du sens. Fait que ça, c'est un peu un frein en ce moment. Puis je trouve ça plate de vous dire ça. J'aimerais ça vous dire autre chose, mais c'est la vérité. C'est un peu ce qu'on vit. Ben non, mais là, vous livrez, écoute, vous avez un territoire de livraison qui est immense. Oui. Je veux dire, quand il faut que tu te rendes dans le Grand Nord. Oui. On n'est pas rendu à livrer à Bois-Bouche ou à Fermont en camion électrique. Mais nous, on y croit à l'électrification, puis on croit que justement, les batteries aussi vont continuer de s'améliorer, qu'il va y avoir peut-être plus d'autonomie aussi, puis le poids, ils vont peut-être trouver des façons que ce soit un peu moins pesant. Fait que on n'est pas arrêté dans notre projet, on est plus en mode vigilance. Là, justement, le shunter est arrivé dernièrement. On a eu quelques petites problématiques, mais généralement, ça se passe vraiment bien. Puis ça, c'est des camions qui font juste du travail de cours. Fait que c'est super logique d'avoir des camions électriques. Et la pollution sonore aussi, on ne parle pas de ça souvent, mais c'est vraiment intéressant. Là. Tu vois un camion électrique passer avec une 53 pieds, puis pour vrai, tu ne l'entends presque pas. Là. Fait que pour ceux qui travaillent des fois de nuit ou dans des quartiers qui ont des résidences proches, pour ça, c'est le fun. Nous, on fait du travail de nuit beaucoup dans notre cour. Là. Fait que d'avoir des camions, des shunters électriques, excusez, le vrai mot, c'est un gareur. Le gareur électrique, pour ça, c'est intéressant. Fait qu'on poursuit là-dedans. Je pense qu'il va y avoir encore... Là, on regarde aussi pour des projets avec l'hydrogène. OK. Mais c'est pas demain matin. Il n'y aura pas de camion hydrogène avant, je ne sais pas, 2030, là, honnêtement, 2028-2030. Il y a encore beaucoup, beaucoup de développement à faire. Et encore une fois, les prix sont exorbitants. Fait qu'à un moment donné, l'accès n'est pas là en ce moment. Fait que les plus petits équipements, là, les petites flottes un peu de courrier, tout ça, c'est beaucoup plus accessible en ce moment. Il y a vraiment des belles affaires qui se passent. Puis il y a des flottes qui se sont électrifiées beaucoup cette année. Mais dans le cas du transport, du transport général comme nous, c'est ça. Mais quand même, il y a des efforts qui sont faits. Oui, mais on n'arrête jamais. Là. Nous, on est sur plein de panels. On est sur plein de nos équipes, notre ingénieur, nos 2 ingénieurs internes sont sur des discussions. On travaille justement Volvo. Quand ils ont sorti le premier camion électrique, on était les premiers au Canada. Pourquoi? Bien, parce qu'on s'impliquait. Puis on ne le savait pas en passant. Là. On a su ça, le camion. Est arrivé, j'ai reçu un appel. Hey, en passant, on est le premier au Canada. C'était comme, on ne savait même pas. C'était. Oh, encore les frissons. Ouais. Mais c'était juste, wow! Puis ça, c'est mon équipe. Ça revient vraiment à mon équipe, là, parce que, Denis s'impliquait, Denis Marcotte, notre ingénieur, s'impliquait dans des groupes aux États-Unis du développement de ce camion-là.
Puis, ben, on a été les premiers, c'est ça. Wow. Mais au-delà, je finirai là-dessus sur ce point-là, mais au niveau de l'environnement, on parle beaucoup d'électrification, mais à la base, il faut réduire le nombre de camions. Je sais que ça a l'air bizarre de dire ça, là. L'optimisation, ça Ben, passe par quoi, l'optimisation mettons? des routes, Mhm. des liners, les liners qui sont les trajets là, interterminaux pour sortir des régions et tout ça. Oui, effectivement, nous autres, c'est une vigilance quotidienne. Tu sais, à chaque jour, nos équipes de logistique s'assurent qu'on n'ait pas de millage à vide. C'est sûr que financièrement non plus, rouler vite, c'est pas bon. Évidemment. Mais c'est pas bon pour l'environnement non plus d'avoir Mhm. des camions qui roulent pour rien. Fait que c'est sûr que nous autres, c'est un effort qu'on fait justement d'optimiser. C'est un objectif tous les jours, ça, d'optimiser pour avoir moins de déplacements parce que chaque fois qu'on sort un camion, tu sais, ça ne sera pas possible. Moi, je n'y crois pas à 100 à l'électrification. Là. Tu sais, de un, Ouais. produire le camion, ça aussi, ça génère. Mhm. Tu sais, je veux dire, il y a des impacts environnementaux à produire le camion en tant que tel. Fait que, tu sais, puis ça va prendre beaucoup d'énergie là, tu sais, pour être capable de fournir pour toutes les flottes canadiennes. Fait que, Non, c'est pas sans zéro, là. On s'entend. Ben, Je veux dire, puis c'est ben, un projet de longue haleine aussi. si ça se fait, puis je sais pas, en tout cas, pour l'instant, moi, ce que je pense, c'est que c'est ça. On va cohabiter avec plusieurs formes Mhm. d'énergie, puis il y a peut-être l'hydrogène qui va être très performant Mhm. sur l'autonomie qui va débarquer. Fait que nous, on reste à l'affût. Tu sais, je dirais qu'on est quand même encore des gens qui sont en avant un peu de la parade, mais ça ne va pas à vitesse que j'aurais souhaité. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. mais Mm. ben, entre toi et moi, y a-tu quelque chose qui va souvent Ouais. à la vitesse que je nous? veux, non, c'est ça mon problème Ouais, non. généralement dans la vie. Exactement, je Fait te que- comprends sur oui. ce point, mon Dieu. Oui, mais chaque chose en son temps, puis tant qu'on reste actif, je pense que c'est important. Cool. Dis-moi, je vais revenir sur l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ouais. C'est quelque chose de vraiment wow que tu as eu la chance de vivre dans ta vie. Probablement un parcours que tout entrepreneur aimerait avoir la chance Ouais. de faire. Qu'est-ce que tu as retenu? Mettons que tu aurais un top 3 de choses à me dire que ça, c'est Ouais. grâce à l'école d'entrepreneurship de Beauce que je- Hmm. Euh, j'ai tellement appris d'affaires là, que j'essaie de voir. Là, Puis en plus, j'ai appris beaucoup au niveau personnel dans ces années-là. Ben, je dirais que la première chose, ça a été vraiment, je l'ai dit un petit peu tantôt sur l'heure du dîner là, à la conférence, mais tout l'aspect de ma couleur, ma confiance en moi. Tu sais, dans le sens que souvent, les entrepreneurs, on a toute l'air là, de du monde qui savent aussi qu'ils s'en vont puis qui sont sûrs d'eux autres, là, mais la plupart d'entre nous, on a des grands doutes existentiels quand on se couche le soir. Tu sais, on puis- reste humain quand même. ben là, oui, c'est puis ça. c'est pas juste une façade. Je pense que souvent, on est des gens qui ont quand même du courage, puis tout ça, mais on reste des gens qui doutent, puis c'est ça qui nous amène à tout le temps s'améliorer parce qu'on veut plus. Puis quand je suis allée à l'EEB, tu sais, j'ai vraiment pris contact davantage envers la force intérieure que j'avais, puis comment je pouvais la mettre au service de Morneau, puis de ma vie personnelle aussi, tu sais. Fait que, à force de travailler dans tous les modules qu'on a eu à voir, il y a comme une douzaine de modules, puis ils nous font travailler dans toutes sortes de sphères. J'ai comme vraiment découvert davantage dans quoi j'étais bonne et dans quoi je pouvais vraiment plus contribuer, puis où il fallait que je m'entoure. Fait que Mhm. c'est sûr que Ouais. je sais que c'est une règle de base, mais il faut quand même que je la dise. Là, c'est la base de tout entrepreneur, d'être capable de regarder le big picture puis de t'entourer des bonnes personnes. Là. Tu sais, D'accepter que tu as une lacune à quelque part. c'est clair, tu sais. Puis moi, dans ce temps-là, c'est pas que je me pensais bonne dans tout, c'est que je pensais qu'il fallait que je sois bonne dans tout. C'est ça la différence. Fait que je savais que je n'étais pas bonne dans tout, mais je me disais, c'est pas grave, fais-les, faut que tu sois bonne. T'as pas le choix, c'est ça. Tu sais, il faut que tu sois bonne dans tout. Fait que je me suis enlevé un fardeau des épaules, puis je me suis mis à travailler davantage, à suivre mes intuitions, puis à les mettre en place. Et je dirais que le deuxième point, c'est la qualité de l'exécution. Tu sais, c'est beau avoir des bonnes idées. Puis moi, je me souviens à l'école d'entrepreneurship, là, des fois, ça va, tu sais, hein. Tu te retrouves 20 entrepreneurs, là, puis Ça sont bouillonne. tous intenses comme nous autres, là, tu sais. Fait que c'est trippant, mais en même temps, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau les idées, mais à un moment donné, il faut que tu reviennes au bureau puis tu fasses tes affaires, là. Tu sais, c'est pas juste d'aller là-bas puis de flyer, là. Fait que l'importance de l'exécution, j'ai eu beaucoup des entrepreneurs qui m'ont marqué. Entre autres, Jean Laflamme de South Shore, je sais pas, j'avais eu la chance d'aller visiter aussi son entreprise, puis j'avais vu tout ce qu'il avait mis en place par rapport à la planification stratégique, les objectifs. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Tu sais, je suis quand même un achiever dans l'âme, puis la qualité d'exécution, comment s'y prendre, ça serait peut-être la deuxième chose. Puis, tantôt, je parlais d'entourage, mais la troisième chose, ce serait probablement l'importance des connexions.
dans l'entreprise, mais externe aussi, le réseautage. Tu sais, moi, jusqu'à 30 ans, là, pas grand monde qui savait j'étais qui. Moi, j'allais pas dans rien. Tu sais. Je veux dire, c'était pas un choix conscient. J'étais juste... Tu sais, c'est mon frère qui était beaucoup dans les congrès, ces affaires-là. Moi, j'étais à l'interne dans l'entreprise, je faisais mes affaires, puis c'était bien correct. J'étais dans le groupement des chefs, mais j'allais pas dans les activités externes, réseautage, implication. Puis ça m'a donné le goût, quand j'étais allée à l'EB, de faire « Hey, il faut que je connecte avec d'autres entrepreneurs. Faut que j'aille... » Tu sais, à un moment donné, j'étais plus dans l'opérationnel, fait que je voyais moins de clients. Faut que j'aille visiter des clients. Faut que je sois dans... Faut que j'aille je me tienne proche un peu de ce qui se passe au niveau de la société, du politique, tu sais, puis pas nécessairement une allégeance politique, mais plus dans le sens d'aller dans des événements, de voir qu'est-ce qui se passe dans l'économie. Fait qu'il faut bien doser, là, mais moi, ça m'a donné envie de sortir un petit peu de... Tu as vu le plus value Ouais, de sortir de l'ombre un peu pour Ouais, t'impliquer, ben puis d'aller à la vraiment. rencontre des gens. Ben oui. Ben vraiment, puis je me voyais pas tu sais, autant que ça a sorti à l'EB que mon talent premier, c'était la communication, autant que c'était zéro mis à profit dans mon quotidien. Tu t'en servais pas, ça, Pas tout. de ces skills-là. Je développais autre communiquer, chose, tu sais, mais en même temps, je travaillais fort pour développer autre chose. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, hey, je pense que, tu sais, de façon naturelle, je force pas bien de, comment je pourrais dire? Tu sais, j'ai pas une stratégie de communication externe au public, là. Tu sais, dans le sens que ça va parce que j'ai envie, parce que je sens que j'ai un message à livrer, mais avant, je m'aurais pas permis ça. Tu sais, je suis qui, moi, pour... Tu sais, j'avais un peu ce feeling-là de... Je me sentais pas légitime d'aller partager ou de parler avec des gens. Puis là, de plus en plus, tu sais, des fois, sur certains sujets, la semaine passée, j'étais à l'Assemblée nationale pour parler du dossier des chauffeurs Inc. Tu sais, je sais que, v'là 10 ans, j'aurais pas dit oui. Mais là, j'étais allée parce que j'étais comme, hey, c'est important pour moi, puis faut que je m'implique. Il faut que je m'implique dans aussi les débats de société, pas juste me, myself and I ou juste Morneau, tu sais. Fait que, ouais, il y a ça aussi que je pense que ça m'a donné C'est beau envie. parce que là, le parcours que tu as fait à l'EB, c'est Ouais. vraiment le gros parcours parce qu'il y a différentes, Ben, le parcours, différentes plus court, cohortes. il n'existait pas. En fait, à l'EB, il y a plusieurs parcours, je ne pourrais pas tous les nommer, mais les deux principaux, il y a le parcours élite pour les entrepreneurs, normalement, qui sont propriétaires, présidents. Puis, tu as le parcours aussi qui est cohorte émergence, où est-ce que là, des fois, c'est des repreneurs ou des plus petites entreprises, de ce que j'ai compris. Moi, ça n'existait pas. Fait que probablement qu'ils m'auraient mis dans la cohorte émergence. OK. Mais là, j'ai pu aller dans la cohorte élite, me se retrouver avec des gens de 40, 50, 50 ans, 60 ans. Fait que moi, je tripais, là. Moi, je me trouvais chanceuse. Je me pinçais. Buvais leur bagage. Ah, moi, j'allais là, je me pinçais, je me disais, mais merci. Je me couchais le soir dans mon petit lit là-bas, puis je disais, je peux pas croire, je suis ici, ça se peut pas. Ouais, quand j'ai fini, là, c'est ma tante et mon père qui m'ont permis d'aller là. Tu sais, c'est l'entreprise qui m'avait donné cette opportunité-là. Puis j'ai tenu, tu sais, je leur ai acheté un petit présent, puis je leur ai écrit une lettre de remerciement. Puis j'étais vraiment émotive quand je leur ai remis ça, parce que j'ai dit, je le sais que je pourrais jamais vous expliquer à quel point je suis reconnaissante. Tu sais, c'est pas le petit cadeau. C'était pas ça tant C'était juste, fallait que je leur dise à quel point ça avait changé ma vie. Puis là, tu avais dit 3 choses, mais la 4e, c'était mon équilibre personnel. Tu sais, j'étais rough sur mon corps. J'avais des habitudes de vie, là. Ça n'avait pas rapport, là. Tu sais, j'avais 25 ans, mais je sais pas, je me serais-tu rendue à 40, je sais pas. Tu sais, vraiment, j'avais pas des bonnes habitudes de vie. Puis je passais beaucoup mon stress, là, justement, consommation, tu sais, plein de choses. Puis c'est là où j'ai commencé à faire du sport, révélation. Tu sais, j'ai fait du volleyball un peu au secondaire, mais je n'étais pas la grande sportive, là. Puis là, je me suis mis à vraiment prendre soin de mon corps. Faire du sport, dormir, tu sais, les choses de base, là. Mais évacuer autrement. Oui. Juste Ben évacuer oui. de façon saine. De façon saine, tu sais, parce que dans le fond, je ne m'en rendais pas compte, mais j'avais, tu sais, la soupape, elle levait souvent, puis je savais pas quoi faire avec ça, puis j'en parlais pas, puis on parlait pas de ça. Hey, je me suis allée chez le médecin, puis je sais qu'il y a plein de monde. Dans ce temps-ci, je parle de ça, puis je vois qu'il y a plein de monde, c'est arrivé, mais j'étais allée chez le médecin pour dire, je fais une crise de cœur, tu sais, je pense que je suis cardiaque, tu sais. Je ne sais plus quel âge dans 20 ans. Puis là, il m'a dit, non, tu as fait une crise d'anxiété, tu sais, mais... Je me suis intervenue chez nous d'avoir dit ça à ma coloc en riant. Hey, ça a l'air que je fais des crises d'anxiété. Mais tu sais, rien fait avec ça. C'est comme. C'est ça. C'était ça, mais Diagnostic est tombé. Aucun outil. Ouais. Après, j'ai réalisé, tu sais, que j'ai eu À un moment donné, il a fallu que j'aille vraiment consulter, parce que ça a vraiment. C'est juste avant que je rentre à l'EB. Puis, tu sais, ils m'ont dit, tu as un trouble d'anxiété généralisée. Je suis comme, what? C'est quoi ça? Puis là, je me suis mis à lire. J'ai lu là, pendant 2 ans tout ce qui touchait à l'anxiété.
Puis, tu sais, je me trouvais vraiment pas outillée. Tu sais, on parlait pas de ça. Tu sais, on disait C'était le mot, je suis méconnu. pas anxieux, mais. Puis après, ben j'ai réalisé que, tu sais, c'est ça. Fait que ça m'a pris plusieurs années à comme. Encore aujourd'hui, ça demeure quand même, tu sais, si j'ai pas une bonne hygiène de vie, ça revient un peu quand même. J'ai besoin de prendre soin de moi, mais comme tout le monde, là. Mais je me rends plus loin comme avant, dans le sens que, tu sais, assez vite, je fais « Oh, là, j'ai besoin de repos », puis je le prends. Tu sais, j'attends plus de me rendre là. Mais tu sais, à l'EB, bizarrement, là, c'est là que j'ai appris. On a fait un défi sportif. On a parlé de nutrition, de sommeil, de prendre soin de l'équilibre mental. C'est capoté quand même. C'est l'école de la vie, tu Tu sais. as comme capté à quel point tout ça est essentiel pour un bon cheminement, finalement. Là, tu sais, Ben oui, pour... c'est ça. C'est la base, dans le fond, on va se le dire. Là. Exact. Tu sais, Ben c'est toute la gestion de notre énergie. Puis moi, là, Mhm. ce qui me jouait un tour, c'est que j'avais full d'énergie. Mhm. Fait que, tu sais, je pouvais comme brûler un peu à chandelle, puis ça passait, tu sais. C'est quoi une journée typique dans ta vie? Moi, j'aime ça connaître Présentement? les journées typiques des entrepreneurs parce que Ouais. Ah, c'est une bonne enrichissant. question. Ben là, je vais faire une journée comme je suis à Québec, parce que des fois, je suis sur la route, là. Mais ma journée typique, je me lève à 5h30, puis je m'entraîne chez moi. Je fais de la musculation, surtout. Peut-être 5 fois par semaine. Pas mal tous les matins. Puis là, c'est ça. Fait que après ça, je fais ma petite routine. Les enfants se lèvent, je fais les déjeuners, puis je vais porter mes enfants à l'école. Fait que j'arrive au bureau vers 8h15, mettons, à peu près. Puis, ben là, mes journées ne se ressemblent pas tous, là. Mais souvent, j'ai des rencontres en one-on-one avec mes gens, les pilotes de cercle que moi, j'accompagne, parce qu'on a des pilotes de cercle et des accompagnateurs. Fait que moi, j'accompagne 4 pilotes de cercle. Fait que j'ai mes one-on-one chaque semaine avec eux. des genres de petits scrums. Oui, dans le fond, c'est qu'on fait un 45 minutes, 50 sur comment la personne va, mais aussi dans ses dossiers. Fait qu'un petit peu plus de tête aussi au travers. Fait que j'ai ces rencontres-là. On a aussi un scrum de tout le cercle des leaders, qui est un peu l'équivalent du comité de direction, tous les lundis matins, où est-ce que chaque personne doit dire un peu ses 3 priorités de la semaine, comment il se sent dans son corps, dans son esprit. Commence par ça, ces 3 priorités, les informations à transmettre et qui j'ai besoin dans mon équipe. Dans l'équipe. Fait que j'ai besoin cette semaine de parler au CFO sur telle affaire, on se book. Fait qu'on partage tout. On starte notre semaine ensemble à 8h, 8h15 le lundi matin. Fait que j'ai ça. Dans ma journée, je vais avoir des moments, souvent j'ai des temps libres, honnêtement. J'ai des plages où je suis en mode concentration, je fais mes petites affaires, mes petits dossiers à moi. Tout ce qui est lecture, planification. Fait que j'ai peut-être 2-3 heures par jour que j'essaie d'être libre. Puis le restant, c'est beaucoup des rencontres de planification stratégique. Je suis nos chefs d'unité d'affaires. Des fois, ça peut être des grosses décisions qu'on a à prendre ensemble. Fait que tous les dossiers de développement avec mon frère. J'ai à chaque jour, j'appelle mon frère à 5 heures. On se fait un wrap-up. Puis souvent, en allant dans mon char le matin aussi. Mais le soir, presque tous les soirs, puis là, on se fait un wrap-up d'une demi-heure. Puis pendant que j'attends l'école pour que les enfants sortent des sports, on se fait un wrap-up. Fait que ça, c'est super précieux. Souvent, j'amène mon petit lunch. Moi, j'aime ça. J'essaie de... Tu sais, je ne suis pas une fille qui va au resto tous les midis. J'amène mon petit lunch. Je fais mon petit 15 minutes méditation, respiration sur l'heure du dîner ou à quelque part dans la journée pour me recentrer. Ou je vais marcher. Je vais marcher au parc de la Maison-Île, souvent, pour ceux qui restent à Québec, mais des fois, je marche dans le parc industriel. Ça a l'air plate, mais ce petit 20 minutes-là, moi, il me régénère. Il faut que mon corps bouge. Mon corps ne bouge pas, là. Moi, je viens avec de l'énergie stagnante, puis c'est pas bon pour personne. Fait que souvent, je vais prendre ma petite marche. Je me suis longtemps entraînée sur l'heure du dîner, mais je courais comme une folle, puis je me suis dit, c'est pour ça que je le fais le matin. Fait que ça ressemble à ça. Puis, fait que mes rencontres externes, internes, à peu près 4 heures par jour. Sinon, le restant, c'est des plages pour moi, pour lire, pour faire ma planif, regarder ce qui se passe dans le monde. Ça c'est bien important pour moi. Pour te préparer. Ouais. Ben non, mais j'aime ça, savoir dans l'économie, tout ce qui se passe, là. Tu sais, même en février, j'ai arrêté un peu parce que ça me déprimait trop, là. Ouais. Je sais pas pour vous autres. Non, ben oui, absolument. c'est- Justement, je pense que c'est une question que tout le monde a sur les lèvres. Ouais.
c'est quoi les impacts Ouais. de la présidence des États-Unis Ouais. à l'heure actuelle et des décisions qui sont prises? Ouais. Bien, on n'est pas. En fait, nous, on ne fait pas de transfrontalier. Tu sais, nos opérations sont canadiennes, principalement. Puis, on fait aussi du courtage pour l'international et tout ça, mais on travaille avec des partenaires. Fait qu'on n'est pas touché directement, mais indirectement, évidemment, parce que nos clients sont touchés. Fait que c'est sûr, dans notre compagnie logistique, on a eu énormément d'appels de clients, puis on les a aidés là-dedans. Au niveau du transport général ou alimentaire, qui sont nos deux autres divisions, pour l'instant, ça bouge un petit peu, mais pas beaucoup pour l'instant. On a fait un sondage clientèle là, de nos clients majeurs aussi, puis ceux qu'on voyait qui avaient des opérations aux États-Unis, à savoir si ça allait affecter leurs opérations puis comment on devait se revirer de bord. Moi, c'est drôle parce qu'on me pose beaucoup la question pour l'entreprise, puis je pense que c'est plus la femme qui a été affectée que l'entrepreneur. Tu sais, puis même la maman. Tu sais, j'ai ma fille de 8 ans, on est en train de souper, qui me dit, tu sais, maman, est-ce que Trump, il va nous envahir puis on va être en guerre? Tu sais, c'est comme, tu veux pas recevoir ça entre tes deux Non. bouchées de pâté chinois là, un mardi soir à 5h30, là. Moi, ça me touche profondément parce que, tu sais, les luttes, autant au niveau des femmes, des communautés LGBT, tu sais, le recul sociétal, c'est ça qui m'affecte le plus personnellement. Après, au niveau des affaires, de l'économie, on a tellement vécu, tu sais, on a vécu des récessions, on a vécu 2008, on a vécu la COVID, tu sais, vous avez vécu ça, vous autres aussi. On dirait que je suis comme, ben, regarde, l'économie, des fois, tu sais, je pense qu'elle va être résiliente quand même, l'économie canadienne. On va se revirer de bord. Les entrepreneurs sont... Moi, j'ai vraiment confiance aux entrepreneurs. J'espère que nos gouvernements vont faire aussi une bonne job, évidemment. Fait que oui, on a fait des plans comme n'importe quelle entreprise. Là, on a regardé les impacts, nos clients et tout ça. Mais moi, ce qui m'affectait le soir quand je me couchais, c'était pas tant ça que où c'est qu'on s'en va. Puis qu'est-ce que je dis à mes enfants par rapport à ça? Je regarde aussi dans les communautés scientifiques. Tu sais, je sais pas, les changements climatiques. C'est comme si là, tout ça, c'était devenu pas important, ou du moins en second plan. Fait que moi, je suis plus inquiète des fois pour ça. Puis notre entreprise, ben, je pense qu'elle va continuer de... Tu sais, on est là pour, je disais, transporter l'économie. L'économie va bouger, on va bouger. Puis je pense qu'il va falloir se tenir en tant que compagnie canadienne, québécoise. Tu sais, je Ouais. pense que si tout le monde se tient ensemble, je Ouais. pense que c'est comme ça qu'on va traverser la tempête actuelle aussi. Là, puis Ouais. aider ceux qui en ont besoin. Puis... Vraiment. Puis s'encourager en tant qu'entrepreneur aussi. Exact. Là. Tu sais, il faut être solidaire. J'adore ce que tu dis. Puis je pense que nous, c'était déjà dans notre philosophie aussi de trouver des fournisseurs québécois, canadiens. Mais dans le transport, force est de constater qu'on a beaucoup de choses qui ne se font pas au Canada, qu'on doit prendre nos équipements aux États-Unis, entre autres au niveau des unités réfrigérantes. Fait qu'à un moment donné, on n'a pas tout le temps l'option. Évidemment, au niveau des remorques, on a un super bon fournisseur québécois. Armanac. Fait que, tu sais, on est choyé sur certains pans, mais sur d'autres, on est obligé d'acheter aux États-Unis aussi. Donc, c'est là où vous allez possiblement être impacté. Oui, c'est sûr que par ça, on va l'être. Mais tu sais, ça fait quand même plusieurs années aussi que nos coûts d'équipement augmentent tellement que c'est comme si c'était une suite. Là. Nous autres, on n'a pas eu de répit. Là. Des fois, c'était des augmentations substantielles. Fait que, c'est ça, on est conscient que ça va continuer à avoir des impacts. Tu sais, par contre, je fais attention à ce que je dis parce que tu sais, depuis toujours, les États-Unis et le Canada travaillent bien ensemble. On était deux économies complémentaires. Fait que, tu sais, je me fais pas à l'idée qu'on va complètement se tourner le dos. Là. Tu sais, j'ai l'impression que... On ne tirera pas à plat complètement. Tu sais, je pense que... Ben moi, j'essaie de ne pas démoniser là, tout Américain, évidemment, ou toute entreprise américaine. Tu sais, il y a du monde comme vous deux puis moi, puis qui ont des entreprises américaines. Décision, ben, exactement. Fait que, tu sais, moi, je suis pas dans vraiment, et là, on se tourne le dos, vraiment pas. Mais c'est sûr qu'à la base, quand on pouvait encourager des entrepreneurs québécois-canadiens, on le faisait déjà, fait qu'on va continuer à le faire. Mais on démonise évidemment pas les entreprises américaines. Il y a des super bonnes entreprises. Puis on a des partenaires aussi là-bas. Fait que, c'est ça, ouais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Exact. 2025 sera une année surprenante. Et, le parcours d'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein, non. Surtout dans les dernières années. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de certitude, mettons. Non, exact. J'aurais le goût de terminer sur la question suivante. Ouais. La belle Catherine, Oui. elle sera où dans 10 ans, 15 ans? Tu te vois où?
C'est une belle question. C'est une belle question que je vais avoir de la misère à répondre. Tu sais, tantôt, je vous partageais sur l'heure du dîner qu'à 20 ans, je me voyais pas... j'essaie quand même de rester le plus possible dans le moment présent. Puis je sais pas, je pense que je suis un peu comme ça. Tu sais, j'ai pas, je pense que j'ai plus de vision des fois où ce que l'entreprise va être que moi, je vais être. Moi, Ben, je en pense fait, que je vais C'est rester pas là. être non plus. Là. Ben, Je veux dire, tu peux répondre à cette question-là. Via l'entreprise. Groupe Morneau sera où dans 10 ans? C'est quoi vos Ben, aspirations? Tu sais, c'est sûr que d'un point de vue de l'entreprise, puis après ça, je retournerai vers Catherine, mais tu sais, du point de vue de l'entreprise, on veut continuer à faire de la croissance saine. Donc, pas de la croissance pour être gros, pour être gros. Là, on est déjà, tu sais, je veux dire, d'une bonne taille. Puis, c'est pas le but, c'est d'être gros. Mais moi, c'est vraiment David puis moi, on veut vraiment offrir un service qui va devenir nord-américain. Tu sais, vraiment avoir une fluidité dans les transferts de marchandises. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des entreprises à nous partout en Amérique du Nord. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir des partenariats vraiment solides que si je ramasse une palette à Saint-Épiphane puis que tu veux l'envoyer n'importe où dans un État américain, ben ça va être on le fait déjà via des partenariats, mais ce qu'on veut, c'est vraiment Morneau puisse le faire encore de façon plus fluide. Fait que je vois vraiment avec des partenariats qu'on couvre vraiment l'ensemble de l'Amérique du Nord. Continuer aussi à poursuivre dans notre projet culturel, notre entreprise responsabilisante, de continuer à travailler nos structures organisationnelles, d'être à l'avant-garde du milieu de travail, parce que les entrepreneurs, oui, ont créé des effets positifs sur l'économie, mais aussi, il y a des gens qui travaillent chez nous. Tu sais, l'environnement qu'on crée, là, ça fait de la qualité de vie pour les humains. Puis moi, je veux qu'on continue à travailler là-dessus. Puis, c'est sûr que la chose qui nous drive le plus chez Morneau, c'est quoi que nos clients ont besoin. Ultimement, là, on s'est toujours développé parce que le client voulait qu'on se développe. Ouais. On a commencé à Saint-Arsène, on a commencé à la Québec. À un moment donné, les gens, il faudrait que vous ayez à Rimouski, là, parce que moi, j'ai de la business à Rimouski. On est allé à Rimouski. À un moment donné, il y en a qui disent, vous n'allez pas en Gaspésie, mais moi, je vais ship jusqu'à New Richmond. On s'est rendu jusqu'à New Richmond. On a ouvert Matane. Tu sais, après ça a été, vous n'allez pas en Abitibi, mais il faut que vous ayez en Abitibi. Ça nous prend un service Morneau. C'est comme ça qu'on s'est développé. C'était pas le Morneau, on va être big. Moi, j'ai jamais entendu ça de mon père. Moi, j'entendais de mon père. Hey, là, faut... Quand on a développé l'Ontario, on a acheté 2 compagnies dans les 5 dernières années. Puis David, il disait, là, on n'a pas le choix. Là, les clients, là, ils ont besoin d'un bon service LTL en 24 heures à Toronto, puis ils ne trouvent pas ça avec autant de précision. On se développe en Ontario. Puis ça a toujours été dans l'optique de répondre aux besoins. Tu sais, à la base, on voulait aider la PME québécoise à atteindre ses marchés. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on veut continuer à travailler nos partenariats pour que ça soit encore plus fluide. Puis là, ben, c'est sûr qu'en étant installé au Labrador, en Ontario, on veut offrir ça davantage aussi aux entreprises canadiennes. Puis Catherine, là-dedans, va être au service de tout ça. Tu sais, moi, si je suis encore bonne présidente pendant 10 ans, peut-être je vais être encore là. Ça, une année, je constate que ça prend quelqu'un d'autre que moi. Morneau, c'est beaucoup plus gros que moi puis David. Là. C'est rendu une organisation. Moi, présentement, je me sens à ma place, je me sens bien avec David pour la diriger, mais dans 5, dans 10 ans, peut-être ça peut être autre chose. Puis, je vais toujours continuer à mettre ça d'avant. Moi, je vais continuer à être une fille qui a du fun dans la vie, là, qui va à des spectacles, qui lit et qui fait plein d'activités culturelles et sportives avec son chum. Ça fait 20 ans que je suis avec mon chum, peut-être que ça fera 30. Puis, mes enfants vont être rendus grands et autonomes, puis j'espère vont avoir autant de plaisir que moi à naviguer dans la vie puis dans tout ce que ça amène. Fait que je souhaite juste garder cette espèce de joie de vivre. C'est comme mon KPI pour moi, c'est quand je me couche le soir, j'appelle ça, mon énergie est à combien? Puis ma joie de vivre, là, es-tu bonne? Ou, puis c'est pas bonne, là, c'est comme... C'est un signe. Là, il faut que je remédie à ça. Là. Moi, c'est correct des fois d'être un peu triste. Mais vraiment, quand je parle de la joie de vivre, c'est comme un sentiment plus profond de... Est-ce que je suis en train de mener la vie que j'ai envie de mener? Puis tout ça, je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place, puis est-ce que mon énergie vitale est bonne? Puis là, quand je suis en train de m'éteindre, là, c'est parce que je suis pas à la bonne place. Fait que moi, je veux juste pas m'éteindre. Je veux juste continuer à avoir du plaisir, puis à créer, puis à être utile. Est-ce qu'on pourrait un jour voir une Catherine qui accompagne de jeunes entrepreneurs, qui partagent toutes ses connaissances, son expérience, son savoir-être en tant qu'entrepreneur? Bien, je vais peut-être suivre les traces de mon père. Mon père est entraîneur à l'école Entrepreneurship. Puis j'ai commencé à faire, David et moi, on fait la moitié de sa journée. On partage avec les entrepreneurs sur notre petit bout de parcours. Fait que j'ai commencé un petit peu à le faire, de façon modeste quand même. Mais oui, c'est quelque chose probablement transmettre, aider. Oui, j'adore. Mettre à profit. C'est une belle idée, mais... de communication. Là, ben oui, ben certain, probablement que ça pourrait être une... Si c'est utile...
je vais être all-in. Tu sais, moi, je suis volontaire. Hein, fait que, Ce serait un très beau gain pour tous ceux qui pourraient profiter de tes conseils, ton expérience, honnêtement. Ben, merci. C'est beau, t'es inspirante. Merci, Kat. C'était vraiment le fun. Merci. De t'être déplacée aujourd'hui, ça d'avoir me fait bloqué tellement ton plaisir. agenda. Oui. D'avoir planifié tout ça. Tout est planifié. J'étais 100% dédiée à vous aujourd'hui, mais j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'apprécie beaucoup l'invitation. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci Alexandre de m'avoir accompagnée. Donc, sur ce, merci à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Une production de La Filière. Studio de podcast.